Alors, cette image, c'est intéressant parce qu'il s'agit donc de paillettes, de cellules congelées en azote liquide. Et dans les travaux que j'ai pu mener, ça a été quelque chose de très important de travailler sur des ensembles d'échantillons. Dans la fin des années 90, je sortais de direction d'unité INSERM, d'unité CNRS, et j'avais fini mes mandats. Et donc, il fallait choisir qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est le moment où je me suis beaucoup tournée vers les aspects éthiques et de santé publique. Et finalement, j'avais beaucoup d'échantillons congelés dans de l'azote liquide ou dans des congélateurs. On avait à ce moment-là les lois de bioéthique qui existaient, qu'il fallait évidemment respecter. Mais en dehors de ça, le côté concret de la vie d'une collection d'échantillons n'était pas du tout quelque chose de systématisé. Et c'est devenu un des sujets de recherche sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. En fait, une partie des études qu'on fait et dont il y a vraiment besoin, c'est de savoir sur un certain nombre de patients ou familles ou personnes saines mais concernées, quelles sont leurs propres réflexions là-dessus. Alors nous avons mené, il y a quelques années maintenant, des entretiens de groupe en fait, où l'intérêt, on appelle ça les focus group, l'intérêt était que les gens discutent entre eux. Dans plusieurs cas, il y avait vraiment l'idée que la clinique et la recherche, c'était un continuum. Et donc ça interroge, parce que dans notre système législatif, on a vraiment le cadre clinique, avec sa régulation, et le cadre recherche. Donc ça, je pense que c'est un message utile, que quelquefois on imagine des problèmes là où ils ne sont pas. Et par contre, ce qui, dans d'autres études, là pour le coup, est très important pour les gens, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après et de fixer certaines limites. Il y a une évolution qui se passe, il y a une évolution au niveau international. Et le fait de demander un consentement pour un gène ou un marqueur donné, etc., je veux dire, c'est complètement dépassé. Ça me paraît aujourd'hui... j'allais dire irresponsable, c'est peut-être trop grand de dire on va faire de la génétique et que ça. Parce qu'on sait très bien, je parlais précédemment des collections d'échantillons qu'on garde, qu'on conserve et dont on se sert sur le long terme. Et on n'est pas capable aujourd'hui de dire ce qui sera pertinent de faire avec ces échantillons dans 10 ans. L'évolution législative au niveau européen pour les données, puisqu'on a maintenant le nouveau règlement sur la protection des données, donne la possibilité pour la recherche de pouvoir demander un consentement à plusieurs finalités. Donc ce n'est pas un consentement complètement ouvert pour n'importe quoi, et là on parle des données. Et la même chose, c'est-à-dire jusqu'où on élargit en fait ce consentement, c'est la problématique qui est en jeu et qui se discute actuellement. Et qui paraît, à mon avis, assez raisonnable de fournir de l'information aux personnes sur ce qu'on fait ou ce qu'on prévoit de faire à assez court terme, avec les possibilités d'avoir cette information. On a déjà un système de non-opposition pour des utilisations variées d'échantillons. La loi actuelle permet d'avoir ce système de non-opposition pour la génétique aussi. Et je crois que ça va dans le sens de l'histoire de la recherche, du développement et de ce que les personnes perçoivent. Ce qui est important, c'est de leur laisser la possibilité de se retirer ou de dire « je ne veux pas ». C'est-à-dire ne pas imposer une utilisation. Si on réfléchit de façon prospective au développement en cours, en génétique, mais aussi il y a d'autres domaines, l'imagerie qui se développe énormément, on peut vraiment se demander où se situe finalement la donnée, ou l'ensemble de données, dans le monde médical, à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer une médecine, hors sol, hors patient, qui est des données, des algorithmes, et puis tout ça tombe, et puis finalement les personnes, aussi bien le médecin ou l'équipe médicale et le patient, ils disparaissent un peu derrière le grand fatras de données sur lesquels des algorithmes retrouvent des éléments.
Je crois que c'est l'inverse, en fait. Cette médecine de précision qui, finalement, donne sens à un ensemble de données pertinentes par rapport à une personne ou à un petit groupe, elle requiert beaucoup de dialogue. Déjà, rien qu'au niveau du consentement, pour expliquer. Beaucoup d'explications, parce que le fait qu'on donne un résultat, même s'il y a beaucoup d'algorithmes compliqués qui ont tourné, ça nécessite une explication. Ça demande du temps. Comme ces examens qui peuvent avoir un côté prédictif, ou en tout cas prévisionnel, ça demande un accompagnement. Et donc finalement, moi je ne crois pas à la déshumanisation derrière les données de la médecine, mais je crois à l'inverse, mais avec un gros effort à la fois de réorganisation, d'organisation collégiale ou collective au niveau de la multidisciplinarité, et avec un dialogue qui se poursuit et un accompagnement. Et ça, je reviens à nos études sur les focus group. Il y avait des personnes qui, en discutant entre elles, exprimaient ça en disant « mais ces complexités nouvelles sont finalement une source de renouvellement de la relation entre patients et médecins ». Et je crois que c'est très vrai. Et que finalement c'est une bonne chose, et qu'il faut prendre cette dimension-là dans les développements à mettre en œuvre. Il y a un domaine qui est intéressant et qui appelle l'attention, et également celle des éditeurs, puisque quand on publie, il faut maintenant toujours justifier pourquoi on a travaillé sur des mâles ou des femelles dans le domaine expérimental, ou des hommes et des femmes. Et si on n'a pas des hommes et des femmes, pourquoi ? Et il faut qu'il y ait une raison scientifique ou biologique pour ça. Et je crois que c'est très important, en fait, cette dimension de genre, à la fois dans les problématiques de recherche, et également, au-delà de ça, dans le monde de la recherche, si on aborde la question des femmes dans la science. Alors, il y a eu cette année en France, à Toulouse, un énorme forum qui s'appelle le ESOF, Euroscience Open Forum, qui se passe une fois tous les 2 ans dans une ville d'Europe. Ça existe depuis 2004. C'était la première fois en France. On s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui sont communes à l'ensemble des sciences, avec des accents différents suivant un domaine ou l'autre, et notamment cette question des femmes dans les sciences. Et les jeunes femmes scientifiques de domaines très variés se retrouver sur ces aspects-là pour en discuter et pour échanger. Et ce qui a très bien marché, c'est les sessions type atelier avec des échanges, des témoignages, et qui permettaient d'aller assez loin dans les échanges sur cette problématique.